Bonjour à tous, je suis Morgane de The Slow Method et aujourd'hui on va parler nutrition. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Cette vidéo fait partie d'une chaîne de vidéos sur la santé et la performance. Je vous invite donc à aller voir les deux vidéos précédentes avant d'attaquer celle-ci. C'est parti! Pourquoi on mange? À quoi ça sert? Il y a deux aspects à prendre en compte quand on parle d'alimentation et de nutrition. Le premier aspect est quantitatif et le deuxième aspect est qualitatif. Forcément, ces deux choses sont à la fois séparées mais également liées. Et on ne va pas perdre de temps, on va passer tout de suite aux aspects quantitatifs de la nutrition. Un être humain, c'est comme une voiture. Pour qu'elle avance, il faut qu'on mette de l'énergie dedans. Et ben nous, c'est pareil, sauf que quand on est mis au garage, il faut quand même mettre de l'énergie dedans et laisser les gaz allumés. Sinon, la voiture est pourrie. Il y a donc une quantité d'essence minimale pour que la voiture continue à tourner en mode repos. Cette quantité minimale, nous savons la calculer avec ces genres de calculs. À quoi est-ce que ça correspond? Le calcul donne un nombre de calories. Ce nombre de calories correspond au maintien de l'être humain dans une position de repos total. Pour que votre cœur continue à battre, que vos organes continuent à fonctionner et que vous restiez en vie. Quand on dort, on continue à respirer, les poumons aussi fonctionnent, et tout ça, il ne faut pas l'oublier. Cette quantité de calories, on appelle ça le métabolisme de base. Il est fonction de votre taille, de votre poids, de votre âge et puis de votre sexe. Mais on n'est pas toujours au repos! Et non, puisque dès qu'on se met en action, on commence déjà à dépenser plus de calories. Puisqu'on bouge nos muscles, on respire plus vite puisqu'il faut consommer plus d'oxygène pour nourrir ses muscles, que l'on digère des aliments, on réfléchit, il faut adapter sa température, plus froid, plus chaud, et on parle avec les mains. Toutes ces petites activités s'accumulent les unes sur les autres et ça rajoute des calories à ce métabolisme basal. Celui-là est beaucoup plus difficile à calculer, mais prenez-le en compte quand vous y réfléchissez. Prochain élément à rajouter sur cette quantité de calories, c'est l'activité physique. Tout ce que l'on compte au-delà de la simple marche. Quand vous faites de la course à pied, quand vous faites du vélo, tout ce qui augmente votre fréquence cardiaque significativement. Ça, il faudra la rajouter au paquet de calories à ingérer dans la journée. Toute ingestion de calories au-delà de ce que l'on est en train de calculer ici sera de la prise de masse. Soit en muscle, si vous faites de la musculation, soit en graisse, si vous ne faites absolument rien. Petit aparté, des personnes appelées des bons régulateurs, donc des personnes qui arrivent à maintenir leur poids, peu importe ce qu'ils ingèrent, eux feront passer tout ça dans le NEAT. Plus ils mangent, plus ils bougeront dans la journée. Les petits mouvements de jambes comme ça, là, les petits tocs dans la journée, là, comme ça, tout ça, c'est de l'évacuation d'énergie en trop de gens qui sont des bons régulateurs. Généralement très maigres, ils bouffent des gâteaux toute la journée, ils sont en train d'évacuer l'énergie en trop qu'ils ont. D'autres personnes, comme moi, mangent trop et prennent 1 kilo tout de suite. Eh ouais. Tous ces calculs dont j'ai parlé sont quand même des approximations. Et même calculer la quantité de calories présentes dans vos aliments, aussi une approximation. Il faut faire avec et être aussi précis que l'on peut. Pour calculer votre nombre de calories, voici ce que je vous propose. Vous prenez votre métabolisme basal, vous calculez et rajoutez l'activité physique par-dessus, soit avec une montre qui fait ça par rapport à la fréquence cardiaque, soit sur MyFitnessPal qui est une application que j'aime utiliser, où vous pouvez mettre votre activité physique et ça vous donne le calcul par rapport à votre métabolisme basal. Et vous essayez ça pendant une semaine ou deux. Avec ces deux éléments-là, si votre poids baisse au bout d'une semaine, il y a le NEAT à prendre en compte. Et je vous suggère donc de rajouter des calories sur votre métabolisme basal pour compenser le NEAT que vous avez. Si votre poids augmente, je vous suggère donc d'enlever quelques calories à votre métabolisme basal, qui dans votre cas n'est probablement pas adapté. Aussi simple que ça. Enlevez pas plus de 200 ou 300 calories par jour. Enlever plus que ça est une recette pour l'échec. Vous arriverez à tenir 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, mais les craquages à la fin de ça vont être bien plus importants que les quantités de calories que vous avez réussi à enlever. Pour ce qui est de la prise de masse, même chose. Plus de 300, maximum 500 calories par jour pour prendre de la masse. Parce que sinon vous prendrez trop de graisse. Et la graisse, ce n'est pas un tissu inerte, c'est un organe. Et un organe, ça produit des hormones. Et quand on a trop de graisse, malheureusement, ça produit des hormones que l'on ne veut pas en trop grande quantité. En gros, vous restez dans une marge de plus ou moins 300 calories selon que vous vouliez prendre du poids ou perdre du poids. Avec tout ça, je pense qu'on a vu tous les aspects quantitatifs de la nutrition. On va maintenant passer aux aspects qualitatifs de la nutrition. Votre corps se remplace tous les 7 ans. Tous les 7 ans? Vraiment? Oui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. C'est-à-dire que pas une molécule de votre corps n'est la même. Chaque seconde, il y a des millions de réactions de votre corps. Et ces réactions sont souvent imparfaites. Les molécules se dégradent et il faut les remplacer. Plus les cellules sont en contact avec l'environnement, plus elles se dégradent vite. Donc que ce soit votre peau ou votre système digestif, elles se remplacent beaucoup plus vite que le reste de votre corps. Le système digestif, par exemple, toutes les 72 heures, c'est un nouveau système digestif que vous avez. Et donc tout ça, faut le remplacer. Mais il n'y a pas que l'aspect de remplacement du corps, il y a également le fait que le corps ne sait pas produire certains éléments qui sont pourtant nécessaires à sa survie. Et donc tout ça, il faut
le prendre de l'environnement et donc le bouffer. Deux grandes familles, les macromolécules et les micromolécules à ingérer. Et ben on va commencer avec les macros. Protéines, lipides, glucides. Et on va commencer par parler de ce qui nous intéresse en général le plus, les protéines. Les protéines, c'est la base de la vie. Ce sont des éléments de structure, des éléments de réaction chimique qui se passent dans le corps. Et donc sans protéines, il ne se passe absolument rien. La protéine, c'est le produit fini. Ça peut être un élément de vos muscles, un de vos anticorps, un récepteur sur la paroi d'une cellule. Par exemple, il y en a quasiment à l'infini. Une protéine, c'est composé de ce qu'on appelle des acides aminés. Donc si une protéine, disons, c'est une maison, les acides aminés, ce sont les briques, les tuiles, le bois et le métal qui servent à construire la maison. Sur votre ADN, il y a le plan de construction de la protéine. C'est construit un petit peu comme les maisons 3D. Donc c'est une chaîne comme ça que l'on prend et ils font des petits cercles dans tous les sens, ça se colle, ça s'imbrique et paf, vous avez une protéine. Vous avez 22 acides aminés et 9 de ces acides aminés sont dits essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont essentiels? C'est qu'on ne sait pas les produire. Il faut donc qu'on les prenne dans l'alimentation et qu'on les ingère. Et quelle est la meilleure manière de trouver des acides aminés qui nous intéressent? C'est de prendre des protéines, de les manger et de les briser pour en recréer des acides aminés que nous on va utiliser. Comme c'est un élément essentiel à la vie, les protéines on en trouve à peu près partout. Dans les plantes, dans les animaux, dans les céréales. Donc à part dans des produits bruts comme de l'huile ou du sucre, il y en a partout. Mais toutes les protéines ne sont pas égales. Et comme je l'ai mentionné, une protéine c'est une chaîne d'acides aminés. Donc toutes les protéines n'ont pas tous les acides aminés. Sauf les protéines animales, qui sont à la fois 100% absorbables par notre organisme et contiennent tous les acides aminés essentiels. On peut manger uniquement des végétaux, mais c'est plus difficile, puisque les protéines ne sont absorbables qu'à 60%, et il faut manger de manière beaucoup plus variée pour avoir l'ensemble des acides aminés essentiels à la production de nos protéines. Et ça, c'est un choix personnel. Deuxième grande famille, les lipides. Les lipides, c'est tout ce qui est gras. On en trouve chez les animaux, dans la graisse qu'ils ont, et on en trouve aussi dans les plantes. Toutes les noix et les fruits, comme les olives, contiennent de l'huile, ainsi que dans certaines graines, on en trouve à peu près partout. Mais on peut distinguer plusieurs types de gras. Le gras, c'est une chaîne de carbone. Et autour de cette chaîne de carbone, pour la stabiliser, vous avez comme un pourtour d'hydrogène. Le carbone, il a 4 liaisons. Et donc, si les carbones n'ont que des liaisons simples, on appelle ça une chaîne saturée. Vous voyez où je veux en venir là? On va donc parler des acides gras saturés. Pendant une longue période, on les a détestés parce qu'on pensait que c'était eux qui se foutaient dans nos artères et qui faisaient qu'on avait comme du beurre dedans. Et après, crise cardiaque. Mais les recherches récentes ont montré que avoir un petit peu d'acide gras saturé n'est pas une mauvaise chose. Deuxième famille de lipides, les lipides mono-insaturés. On a vu tout à l'heure, quand la chaîne est saturée, les carbones ont une seule liaison un petit peu partout. Une insaturation, c'est quand un carbone, au lieu d'avoir une seule liaison avec son voisin, en a deux. Ce que ça fait, c'est qu'au lieu que la chaîne soit toute droite comme ça, l'insaturation crée ce qu'on appelle un petit coude. Et comme on ne peut pas créer des couches bien stables comme ça, température ambiante, le petit coude fait que ça part dans tous les sens. Et donc du coup, ça devient liquide à température ambiante. Les acides gras monoinsaturés sont extrêmement intéressants pour les cellules, puisque, il faut le savoir, une cellule, c'est une grosse bulle de gras dans laquelle il y a tout le reste. La monoinsaturé compose la majorité de la membrane cellulaire, mais il est également intéressant de manger des acides gras polyinsaturés, qui est notre troisième famille de lipides. On ne va pas refaire le cours, monoinsaturé, une seule insaturation, polyinsaturé, plusieurs insaturations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une insaturation, c'est assez fragile. Dès qu'un oxygène arrive dans les parages, il fait son mode karaté et il la coupe en deux. Du coup, ça provoque des acides gras trans. 6, ça ressemble à ça, et ça, on aime bien dans le corps humain. Trans, ça ressemble à ça, et ça, c'est dangereux pour l'organisme. Ça donne des cancers. Donc, les acides gras polyinsaturés sont très intéressants pour une raison spécifique que l'on va aborder pour la suite. Mais il faut faire attention à leur mode de conservation parce que s'ils sont trop exposés à l'oxygène, ils ont plus de risques de nous donner des cancers. Ah, compliqué tout ça! En reprenant notre chaîne ici, on peut appeler ce premier carbone le premier et le tout dernier là-bas le dernier. Cette liaison-là, c'est oméga 1. Là, vous voyez où je veux en venir encore. Et le corps humain, avec leurs protéines, qui ressemblent à des gros Pac-Man, n'arrive pas à créer des liaisons insaturées avant la 9e. Ce qui veut dire que les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras dits essentiels, puisque le Pac-Man n'arrive pas à les produire. Il est donc intéressant de les ingérer également. On les trouve notamment dans les poissons gras, mais également dans l'huile de lin et l'huile de colza. Comme je l'ai dit, il faut faire attention au mode de conservation, parce que l'oxygène et les photons, pensez lumière du soleil, dénaturent les acides gras, ce qui fait qu'après ils ne servent plus à rien. Conservez-les
à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène, will be okay. La dernière famille de macronutriments, les glucides. Celle-là, je l'ai mise en dernier parce qu'on s'en fiche un petit peu, puisque notre cerveau ne peut consommer quasiment que des glucides et des corps cétoniques. Et donc, ce qui fait le corps humain, pour conserver le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il sait produire tous les glucides. Enfin presque, tous ceux qui l'intéressent. Les glucides, vous avez deux grandes familles, les glucides simples et les glucides complexes. Je vous présente différents glucides simples. Glucose, ribose, fructose. Ça, c'est ce qu'on appelle des monosaccharides. Le glucose, vous le connaissez, il se balade dans votre sang, il nourrit votre cerveau. L'une des seules substances qui peut passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, mur qui empêche votre cerveau d'avoir des infections. Le fructose, vous le connaissez aussi, parce qu'on dirait qu'il y a des fruits dedans. C'est le sucre présent majoritairement dans les fruits. Le ribose, vous le connaissez moins bien, mais si je vous dis ARN, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les vaccins qu'on nous a foutus là. Eh bien, c'est un acide ribonucléique. Et le ribo, c'est Haribo, le ribose. Par leur pouvoir combiné, ils deviennent ce qu'on appelle des disaccharides. 2. Lactose, le sucrose, et ensuite on passe aux chaînes plus complexes encore, ce sont le glycogène, l'amidon, la cellulose, et tout ça c'est ce qu'on retrouve dans nos aliments, dans les céréales, les légumineuses, les légumes et les fruits. Qui est des glucides, on va quand même faire un petit aparté sur l'insuline. Plus le sucre est simple, plus il va être digéré et absorbé rapidement. Si vous mangez 100 g de glucose, ça va rentrer dans votre estomac, passer par l'intestin, passer directement dans le sang et hop, 100 g de glucose qui monte vite. Et ce signal-là, c'est celui qui fait monter l'insuline et qui dit à votre corps stock, stock, stock. C'est pour ça qu'on dit aux personnes qui sont diabétiques, diabétique, c'est une personne qui a un taux de sucre trop élevé dans le sang et qui est généralement lié à l'insuline. Et donc on dit à ces personnes-là de manger plutôt des glucides complexes et en moins grande quantité que le reste de la population. Que le glucide complexe, la chaîne, il va falloir la découper avant qu'elle passe dans l'organisme. Et donc pour 100 g de glucides complexes, ça montera beaucoup moins vite et ça fera moins vite monter l'insuline. Parce que le glucose, on en a besoin, mais le glucose, c'est destructeur. C'est un peu collant comme truc. Ça se balade partout et paf, glycation. Donc les glucides, point trop n'en faut pour votre survie. Vous êtes encore là, ça va? Deuxième grande partie sur le qualitatif, les micronutriments. Pour faire courte, les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux. On va commencer par la partie compliquée que sont les vitamines. Les vitamines, ce sont des molécules que l'on ne sait pas produire dans notre corps, indispensables à son fonctionnement. On n'en a pas pendant suffisamment longtemps, on crève. Vous connaissez votre alphabet, vous connaissez probablement toutes ces vitamines. Les utilités sont bien trop vastes pour que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo qui est déjà très longue. Pour les trouver les vitamines, il faut manger coloré. Vous mangez légumes, un peu de fruits et beaucoup d'herbes et d'épices. Tous ces aliments qui ont des couleurs sont généralement liés au fait qu'il y a des vitamines dedans. Donc si votre assiette est jaune et brune, bof. On va ensuite parler de la suite, que sont les minéraux. Les minéraux, c'est encore plus petit que tout le reste, puisqu'ils font partie du tableau atomique ici. Comme c'est des atomes, bah ça non plus, on ne sait pas les produire. Si les protéines et les vitamines, c'était des bijoux, les minéraux seraient les pierres précieuses que l'on place dessus. Les minéraux sont extrêmement importants dans toutes les réactions chimiques du corps. Pour maîtriser le volume sanguin, il vous faut du sel. Pour ne pas tomber dans les pommes, vos globules rouges ont besoin de fer. Pour contracter un muscle, il faut du calcium. Pour produire certaines hormones, il faut du zinc. Pour relaxer, il faut du magnésium. Et j'en passe. Les minéraux, on en trouve énormément dans l'eau. Regardez la liste sur vos étiquettes. Et également dans beaucoup de fruits à coque. On les abat, les organes, tous les fruits de mer. Mais vous l'aurez compris, dans cette partie aspect qualitatif de la nutrition, il faut manger varié. Maintenant, on va parler de comment allier les deux. Promis, il reste plus beaucoup de temps. Vous avez votre nombre de calories d'un côté, mais alors comment manger le reste de l'autre en fonction des calories? Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler des sportifs. Pour simplifier les choses, je ferai une autre vidéo une fois que j'aurai fini les bases, qui parlera spécifiquement de l'alimentation du sportif, force ou endurance. Pour un individu non sportif, voici les recommandations de pourcentage de l'alimentation. Prenez vos calories, appliquez les calories sur chacun de ces éléments, pour que cela se reflète dans votre assiette. Pour faire encore plus simple, voici à quoi devrait ressembler une assiette. Et selon votre taille, votre gabarit, vous la faites plus ou moins grande. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo sur la nutrition. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne pour la suite des bases. Prochaine étape, l'exercice. A très bientôt sur The Slow Method et merci d'avoir regardé cette vidéo.